Salut, 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 salut. Nous allons parler des enjeux de la déclaration d'Emmanuel Macron, des déclarations d'Emmanuel Macron. Hier, le 22 février 2020, au Salon d'agriculture à Paris, à la suite d'une interpellation d'un activiste camerounais. Donc, connectez-vous, nous allons parler de ça. Nous allons décrypter et faire une analyse des enjeux de cette déclaration qui, somme toute, ne doit pas être prise à la légère. C'est quelque chose d'assez sérieux. Alors, partagez au maximum. Partagez au maximum, partagez. Nous allons donc parler des enjeux de cette déclaration, de ces déclarations du président français, Monsieur Emmanuel Macron. Nous allons les décrypter et répondre à certains questionnements relativement à ces déclarations. Donc partagez au maximum. Partagez au maximum. Ce sera une analyse des déclarations du président Macron à la suite d'une interpellation d'un activiste camerounais du nom de Calibri Calibro, au cours desquels le président Macron a fait a dit des choses d'une importance certaine et qui ne doit pas être prise à la légère. Donc nous allons parler de cela. Je vais faire une analyse. Je vais aussi répondre à beaucoup de questionnements, notamment la question du recours à la France par les Africains, au lieu de se soulever en Afrique, au lieu d'obtenir eux-mêmes leur libération, entre guillemets. Bonsoir, Denuel. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Martial. Bonsoir. Partagez. J'essaie aussi de le faire. Voilà. Partagez. Partagez s'il vous plaît. Ce sera un moment assez important, un moment où nous irons en profondeur des choses. Nous allons faire une analyse froide de la situation. Une analyse froide, sans état d'âme. Nous allons analyser cette situation sans état d'âme. Alors, sans état d'âme. Nous n'allons pas prendre de gants pour expliquer ce qui se passe. Voilà, donc connectez-vous. Connectez-vous s'il vous plaît. J'essaie d'inviter quelques personnes aussi. J'essaie de partager moi aussi. Partagez s'il vous plaît. Voilà. J'essaie aussi de le faire. Partagez dans les groupes. Et quand nous serons en bon nombre, on va pouvoir commencer. Voilà. Partageons s'il vous plaît. Nous sommes à peine 30. Pourtant, c'est un sujet très important qui va déterminer même la vie du Cameroun. Ce qui s'est passé au Salon de l'agriculture à Paris va déterminer la vie du Cameroun et même de l'Afrique. Des rapports entre la France et l'Afrique. C'est pas des déclarations
politicienne. C'est des déclarations qui annoncent beaucoup de choses et nous allons essayer de les décrypter, ces choses, de les décrypter et de parler de ces choses-là. Donc, essayez de partager au maximum, vraiment partager, s'il vous plaît. Partagez pour que nous soyons, ne serait-ce qu'un bon nombre. Je sais qu'il y a d'autres qui vont venir au fur et à mesure, mais si nous sommes déjà 100, pour commencer, ce sera une bonne chose. Donc, à 100, je commence. À 100, je commence. À 100, je commence. Si vous pouvez partager, même dans des inbox. Je sais que c'est samedi après-midi. Beaucoup de personnes sont à... Il y a aussi d'autres personnes qui sont des lorgneurs. Je sais qu'il y a des lorgneurs, des personnes qui n'entrent pas, mais qui écoutent pour qu'on les repère pas. Si vous pouvez tout simplement partager aussi. Voilà, donc nous arrivons à 100. Et à 100, je vais commencer. Voilà, nous avons dépassé 100. Alors, je vous disais que je vais analyser, décrypter les déclarations du président Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture à Paris suite à l'interpellation d'un activiste camerounais du nom de Calibri Calibro que la plupart des Camerounais du net connaissent bien. Il est le commandant de ce mouvement qu'on appelle la BAS, ce mouvement qui manifeste, tout le monde le sait, contre le régime de Yaoundé. Leur objectif, d'après leur déclaration, c'est d'amener la démocratie et l'alternance pacifique au Cameroun. Cette base-là, on s'en souvient qu'elle avait réagi lors des manifestations post-électorales en janvier 2019 en allant saccager les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin en Allemagne. On se souvient encore de cette base lors du séjour du président camerounais Paul Biya à Genève, où la ville de Genève avait connu ce qu'elle n'avait jamais vu, des manifestants noirs qui affrontaient la police. Et il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été tirés. Il y a eu beaucoup de manifestations. L'armée, la gendarmerie était sortie dans les rues genevoises. Et quelques temps après, le président était rentré au Cameroun. Et nous avons constaté que depuis qu'il y a eu ces événements, le président camerounais n'est plus jamais reparti à Genève. On ne peut pas savoir si c'est par rapport à la base ou alors c'est pour des raisons de calendrier. On se souvient encore de cette base dans de nombreuses manifestations au siège de Bolloré à Paris. Oui, au siège de Bolloré à Paris, on a vu cette base-là manifester. On a vu cette base-là manifester devant les promoteurs, les publicitaires des journaux qui font la promotion du président camerounais en France. Je crois que c'était un journal Afrique Magazine. Et ils étaient allés arracher toutes les affiches dans la ville de Paris. Cette base-là a fait tellement d'actions, on les suit sur le net, sans pour autant faire leur publicité ou leur apologie. Cette base-là a posé beaucoup d'actes. Alors, et c'est un des membres de cette base qui se fait appeler le commandant Calibri Calibro, qui est donc allé hier au Salon de l'Agriculture à Paris. D'après ses explications, il savait que le président français serait là et qu'il était parti de chez lui à 5 h du matin, à 4 h du matin pour se retrouver là-bas à 5 h du matin. Donc, il a pu accéder au lieu de la cérémonie, de telle sorte qu'il a pris une très bonne position. Et quand le président français est passé par là, il a interpellé Macron, monsieur le président, Macron. Nous l'avons suivi, cette vidéo, elle est virale en ce moment sur les réseaux sociaux. Et il nous disait aussi qu'il avait tenté la même expérience l'an passé, mais il avait été brutalisé par les forces du président Macron. Il n'a même pas pu accéder parce qu'il était arrivé en retard, d'après ses explications. Donc c'est ce jeune homme-là qui est donc allé auprès du président Macron, qui a crié et qui a dit des choses. Il a commencé par dire qu'il y a un génocide au Cameroun, que le président Paul Biya était en train de tuer les Camerounais et que la France devrait faire quelque chose, que Macron devait faire quelque chose, que Macron ne devrait pas laisser ça, parce que d'après lui, c'est Macron et la France qui soutiennent donc ce qu'il appelle entre guillemets les dictateurs africains, donc Paul Biya, en leur accordant de l'aide. Il a parlé du cas de la situation des anglophones au sud-ouest et au nord-ouest.
relativement et principalement, ou alors de manière spécifique, de la situation de Ngarbou, où il y a eu pratiquement 22 morts, d'après ce qu'il a dit au président français. Et il parlait des morts calcinés. Alors, avant de commencer donc à faire l'exposé, je vais d'abord saluer tout le monde. Je vais saluer tout le monde. Salut, salut. Et immédiatement, je vais commencer donc par lire les déclarations que nous allons commenter. Les déclarations que nous allons décrypter. Alors, le président Macron, sur interpellation de Calibro, sur le génocide, il parle du génocide. Il dit qu'on tue, Paul Biya tue les Camerounais, il n'en peut plus, il a pris la Méditerranée, il est arrivé, voilà, c'est quelqu'un qui est visiblement en larmes. Le président français qui passait par là, qui a suivi cette interpellation, qui a suivi ces cris de Macron, 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 une voix perçante, elle était vraiment perçante. Il s'est retourné, il a regardé et il a décidé de s'approcher du jeune homme. Je tiens à rappeler que c'est une habitude ici en France, on l'a souvent vu. Beaucoup de personnes, même lorsque le président ou le premier ministre, des ministres vont visiter des usines, vont à certains endroits, dans des foires, des personnes les interpellent et d'autres réussissent souvent à avoir des échanges avec le président. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de spécial. Hein. C'est courant ce comportement des présidents et ce comportement des populations françaises, des citoyens français à l'approche de leur président quand ils ont des choses à lui dire. D'autres réussissent, d'autres pas. Il y a d'autres même qui ont eu des entretiens où ils ont été grossiers envers le président en face à face après avoir crié comme ça. Ça, on le connaît, cela se passe. Donc, on ne peut pas commencer à dire que oui, c'était une organisation de la France pour que le jeune il soit là à cet endroit. Non, non, c'est une pratique. C'est une pratique. Elle est courante ici en France. Dans les usines, quelqu'un se met en haut, il dit « Macron, Macron, je vais te parler des femmes. Oh, président Macron, nous voulons te parler. » Au temps de Sarkozy, on s'en souvient encore, lorsqu'il a dit il va nettoyer la racaille. Hein. Il était dans une banlieue et il était dans un quartier, il marchait et il était mis à l'intérieur et il y a une maman qui a crié « Oh, Sarkozy, Sarkozy » et il s'est arrêté, il a écouté la dame. Ça, c'est quelque chose de courant en France, c'est pas une originalité. Ce que Calibri a fait, certes, c'est un exploit, c'est un sacrifice, c'est beaucoup de courage, surtout que ce jeune-là, on l'a vu devant le président français, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur, il était cohérent dans ce qu'il disait. C'est quelque chose d'assez fort. Ce n'est pas tout le monde qui se met devant un président pendant qu'on est en train de l'écouter et qui reste cohérent. Ce n'est pas du tout évident. Alors, pas du tout évident. Il a réussi à le faire avec une certaine aisance. Ça veut dire quelque part, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Voilà. Donc, il faut reconnaître cela. C'est pas un activiste lambda. Non, je ne pense pas. Quand je vois ses réactions, déjà, ce jeune Calibri-là, je vais encore le rappeler, il a été à l'Union européenne. Moi, j'avais vu cette vidéo. Il a été reçu avec d'autres activistes camerounais par des députés européens qui sont chargés, je crois, des droits de l'homme. Il avait parlé et il était cohérent dans ce qu'il dit. Donc, il a l'habitude. Il a l'habitude. Je l'ai même souvent vu sur les places parisiennes, place de la Concorde, de nombreuses places, en compagnie d'autres activistes africains sur les questions africaines. Je l'ai vu une fois avec Abdelaziz Moundé, un Camerounais aussi, qui est activiste, qui parle sur les places parisiennes. Ils prenaient la parole, ils ont souvent des porte-voix, des micros, ils parlent. Donc c'est quelqu'un qui est habitué à avoir ces discours-là. Donc c'est quelqu'un de rodé. C'est pas un nouveau venu dans ce domaine. Alors, je vais lire donc ce que le président Macron a dit. Je vais lire ce que le président Macron a dit. Vous savez, mon engagement sur ce sujet. Alors, le jeune lui parle du génocide. Du génocide. Et le président Macron dit, vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord, il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voie à Lyon
tant que Kamto n'est pas libéré. Kamto, c'est le leader de l'opposition camerounaise. Il était classé deuxième selon le Conseil constitutionnel à l'élection présidentielle. Il dit donc, j'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que Kamto n'est pas libéré. Il a été libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. C'est Macron qui le dit. La situation est en train de se dégrader. Là, la situation est en train de se dégrader. Que maintenant, la situation est en train de se dégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Donc, relativement au génocide dont parlait Calibro dans la zone anglophone du Cameroun. Et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué pour que les violences qui se passent au Cameroun et qui sont totalement intolérables cessent. Je fais le maximum. Et il continue. La France a un rôle compliqué en Afrique. Nous sommes un état de droit. La France est toujours prise dans un rôle compliqué en Afrique. Nous sommes un état de droit et nous défendons l'état de droit partout. Mais quand en Afrique, la France dit que tel président n'est pas démocratiquement élu, les Africains, et on va statuer, on va parler de ces, excusez-moi, je suis habitué au langage judiciaire, on va mettre un accent là-dessus. Les Africains disent, de quoi voulez-vous vous mêler? Vous n'avez pas à nous donner des leçons. Moi je dis partout, je veux des dirigeants élus. Et là où ils ne le sont pas, je travaillerai, donc au futur, je travaillerai avec la société civile. Je mets la pression sur chacun et je travaille avec l'Union africaine et les organisations régionales pour mettre la pression. Sur le président Biya, je lui ai dit, il doit ouvrir le jeu, il doit décentraliser, il doit libérer les opposants politiques, il doit faire cesser, il doit faire respecter les droits. Je mettrai tout ce qui est à mon pouvoir pour que cela ait lieu. Je mettrai tout ce qui est à mon pouvoir pour que cela ait lieu. Je vais reprendre. Sur le président Biya, je lui ai dit, il doit ouvrir le jeu. Donc, il parlait de la démocratie. Hein. Il doit décentraliser. Il doit libérer les opposants politiques. Il doit faire respecter les droits. Je mettrai tout ce qui est à mon pouvoir pour que cela ait lieu. Il faut que vous le sachiez. Il dit, il faut que vous le sachiez. Sauf que ce n'est pas à la France qui va faire la démocratie au Cameroun, à la place des Camerounais. Nous finançons, alors le jeune, il avait rebondi en disant que c'est vous qui financez ces chefs d'État. Et Macron dit non, nous finançons des projets. On ne donne pas d'argent à un président ou à un gouvernement. Si vous avez des sujets de détournement, faites-les-moi savoir. À commencer par des pays comme le Cameroun, on a besoin de financer des ONG, des gens qui sont dans la population civile. Est-ce que vous pouvez me donner des noms d'opposants? Alors le jeune lui dit, j'ai une dernière doléance, il y a des opposants, des Camerounais, il a cité le nom d'une dame qui a boycotté, qui a manifesté pour le boycott des élections. Et le président Macron répond, est-ce que vous pouvez me donner des noms d'opposants emprisonnés au Cameroun? Si je vous dis oui, je vais les oublier. Je ne vais pas vous mentir, je préfère que quelqu'un les note pour moi et les donne à mon conseiller Afrique. Et les donne à mon conseiller Afrique. Et le jeune lui dit, je suis un activiste. Macron lui dit, vous êtes un homme libre. Voilà. Ça, ce sont les déclarations de Macron. Alors, la première question, ou alors ce qui revient dans le débat, c'est que est-ce que Macron,
en tant que président de la République, avait le droit de parler, de révéler ses entretiens avec le président Biya. Donc c'est sur le plan de la forme. Est-ce qu'il avait besoin? Est-ce qu'il était de son droit? Est-ce que c'était normal qu'il vienne publiquement révéler ce qu'il s'est dit avec le président Biya? Alors, je vais commencer à rappeler, et ça c'est à l'attention de tous les Africains, et particulièrement des Camerounais, qu'ici en France ou en Occident, en Europe, lorsqu'un président reçoit un autre, un premier ministre ou un chef de gouvernement, il fait un communiqué. Il donne le contenu de leurs échanges. Vous pouvez aller sur le site de l'Élysée, vous allez voir. J'ai reçu tel. Même des coups de fil. Même quand il s'est entretenu au téléphone avec le président Trump, avec le président chinois, avec le président camerounais, le président béninois, c'est relaté. Donc ce n'est pas une affaire de secret. Pour eux, pour les Français, ce n'est pas des secrets. Le contenu des entretiens n'est pas secret. Ce n'est pas des secrets. Parce que je vois des gens se dire, oui, ce qu'il a dit avec le président, c'est un incident diplomatique. Comment il peut dire ce qu'ils se sont dit? Non. Ici, on dit tout. Si vous vous souvenez, ou alors ceux qui suivent l'actualité, il y a quelque temps, Hollande disait, j'irai rencontrer Bachar al-Assad, je lui dirai ceci. Quand j'irai en Arabie Saoudite, j'irai dire ceci au prince qu'on ne devrait pas, la France n'est pas d'accord. Ils le disent. Ils ont pour habitude de le dire. Donc ce n'est pas une nouveauté d'Emmanuel Macron de dire ce qu'il va dire ou alors ce qu'il a dit au président Biya. C'est quelque chose, c'est dans leur tradition. Donc ça ne viole pas les codes diplomatiques. Le dire, c'est vraiment faire preuve soit de mauvaise foi, soit d'inculture. Vous pouvez aller, ça se passe. Donc il faut reconnaître déjà cela, qu'ici en France, ils n'ont pas de secret. Moi, je suis l'actualité française tout le temps. Il dit, j'ai appelé même des citoyens qui ont des situations de détresse, qui sont dans des situations de détresse. Il dit, j'ai appelé, j'ai dit à la femme, j'ai dit à l'homme, j'ai dit aux enfants, je leur ai adressé les condoléances de l'État français, j'ai pris des nouvelles sur tel aspect. Donc, ils ont l'habitude, ce n'est pas nouveau. Nous sommes dans un contexte, le contexte africain, où ce que le président dit, les présidents sont divinisés. Et ce qu'ils disent, on ne dit pas aux gens, on ne rend pas compte. Chaque fois que le président français reçoit une personne, il est dans leurs habitudes de communiquer non seulement sur la présence de cette personne-là à l'Élysée, mais aussi sur le contenu de leur discussion. Ils se disent tout et ils disent tout. Donc dire que j'ai demandé au président Biya que s'il veut venir à Lyon assister au sommet, il faut qu'il libère. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est ce qui se passe lorsque dans certains pays, il y a des violations des droits de l'homme. Vous l'entendez souvent dire que non, tant que les droits de l'homme ne sont pas respectés, dans tel pays, nous n'accepterons pas la visite de ces dirigeants. Ils le font ici en France. Donc, c'est une question de droits de l'homme. En demandant la libération de Maurice Kamto, c'était une question de droits de l'homme. Parce que le dossier Maurice Kamto était un dossier de violation de droits de l'homme. On l'a démontré, je l'ai démontré, les juristes l'ont démontré. On le jugeait devant un tribunal militaire parce qu'il a marché, parce qu'il s'est opposé, parce qu'il a manifesté sa liberté d'expression en disant qu'il n'est pas d'accord avec le processus électoral, en disant qu'il n'est pas d'accord avec la guerre dans le nord-ouest et sud-ouest. C'est tout à fait normal. C'est au plus une peine pour manifestation interdite. Et là, c'est une infraction, un délit qui donne 6 mois. Mais des interprétations chaotiques qu'il y a eu derrière cette affaire ont fait que ce dossier-là était devenu une affaire de violation des droits de l'homme. Et les présidents français, les présidents occidentaux ont cette habitude de dire à certains présidents que nous ne pouvons pas vous recevoir si vous ne réglez pas la question de démocratie, si vous ne réglez pas la question de droits de l'homme. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé lorsque Kadhafi était venu en France, alors qu'il était accusé d'avoir violé les droits de l'homme. Ça a été un tollé. Ça a été un tollé en France. Et Ramayad, qui était secrétaire d'État aux droits de l'homme,
elle a pris la parole, elle s'est désolidarisée du gouvernement, elle a dit que non, elle ne peut pas accepter quelqu'un qui a les mains remplies de sang ou qui va venir les placer sur le sol français et tout. Elle a dit ça, tout le monde a suivi. Donc c'est une tradition, ils ont l'habitude de dire ça. On ne cache pas ce genre de choses ici. Quand il y a une arrestation abusive dans un pays, le président dit, il est dit à la presse, il est dit ouvertement que j'ai eu un entretien avec Poutine. Vous savez, vous vous rappelez, quand Poutine avait arrêté Gasparov et qu'il était venu en France, le joueur d'échecs russe, il était venu en France, c'était, je crois, le président Sarkozy. Sarkozy a dit clairement que je lui ai demandé de libérer Gasparov, de permettre aux opposants de s'exprimer en Russie. Il était en visite, il était en pleine visite en France. Et même lorsqu'ils font souvent comment on appelle ça, ils font souvent des conférences, hein, après des points de presse, après leur rencontre, ils le disent. Que nous, la France, quand on lui pose la question, voilà, il est là, est-ce qu'il respecte les droits de l'homme? Il dit oui, je lui ai dit, lors de nos entretiens, je lui ai dit que la France veillerait à ce que les droits de l'homme soient respectés. Et que la France, voilà, ainsi de suite. Donc ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'homme Macron, ce n'est pas les autres Français. Et moi, je suis surpris. Je suis vraiment très surpris quand j'entends certains Africains dire certaines choses. Je vais vous rappeler que Macron a failli perdre son élection en France lorsqu'il était allé en Algérie et qu'il avait déclaré candidat à l'élection présidentielle dans une France conservatiste. Il a déclaré que la colonisation est un crime contre l'humanité. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude, c'est quelqu'un qui est assez idéologue. Je vais vous lire ce qu'il a dit à Ouagadougou. Pour certains qui sont surpris de ce qu'il a pu dire hier, je vais vous lire. Je vais vous lire ce qu'il a dit à Ouagadougou le 28 novembre 2017. Il parlait à la jeunesse africaine. Il a dit, je parlerai donc ici devant vous de l'Afrique comme d'un continent pluriel, multiple, fort, et comme d'un continent où se joue une partie de notre avenir commun. Je vous parlerai avec sincérité, mais aussi avec une profonde amitié. Je suis comme vous, d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique comme un continent colonisé. Je suis d'une génération dont l'un des plus beaux souvenirs politiques est la victoire de Nelson Mandela et son combat contre l'apartheid. Chassé par une solidarité panafricaine allant de l'Alger à Rabat, de Luanda à Conakry. C'est cela l'histoire de notre génération. Ainsi, je me refuse à toujours revenir sur les mêmes représentations d'hier. Il y a eu des combats, il y a eu des fautes, il y a eu des crimes, il y a eu de grandes choses et des histoires heureuses. Mais j'ai une conviction profonde. Notre responsabilité n'est pas de nous y enfermer. Notre responsabilité n'est pas de rester dans ce passé et de vivre l'aventure pleine et entière de cette génération. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Je me reconnais dans les voix d'Albert Londres et d'André Gide qui ont dénoncé les milliers de morts du chemin de fer du Congo. Et je n'oublie pas que ces voix alors ont été minoritaires. Et je n'oublie pas que ces voix alors ont été minoritaires en France comme en Europe. Donc les voix de ceux qui contestaient, qui ne voulaient pas qu'on parle contre la colonisation. Macron dit qu'elles étaient minoritaires. Il dit, je suis aussi, écoutez, d'une génération qui a été impressionnée par la détermination de la jeunesse burkinabé à défendre à 2 reprises et parfois au prix de sa vie les acquis de la démocratie et de l'état de droit. Je suis d'une génération où on ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire, quelles sont les règles de l'état de droit, mais où partout on encouragera celles et ceux qui en Afrique veulent prendre leurs responsabilités, veulent faire souffler le vent de la liberté et de l'émancipation comme vous l'avez fait ici.
Je suis d'une génération qui observe que partout sur le continent africain, la jeunesse africaine réclame avec impatience de participer à la construction du destin de son pays et de la mondialisation. Je suis d'une génération de Français pour qui l'Afrique n'est ni un encombrant passé, ni un voisin parmi d'autres. La France entretient avec l'Afrique un lien historique indéfectible, pétri de souffrance, de déchirement, mais aussi souvent de fraternité et d'entraide. L'Afrique est gravée dans la mémoire française, dans la culture, dans l'histoire, dans l'identité de la France, et c'est là une force et une fierté que je veux cultiver, que je veux porter comme un atout de la France, pour la France et pour l'Afrique, dans notre rapport au monde. Voilà. Voilà ce jeune enfant. Je l'appelle ainsi quand il arrive au pouvoir. Nous sommes en 2017. Il vient de prendre le pouvoir. Il dit que lui, il n'est plus dans la France-Afrique. Et Macron, qui était déterminé à changer les choses, qui voulait tout autre chose, se trouve donc confronté à ces lobbies français. Il se trouve confronté à ce qu'on appelle la Deep France, qui a toujours été là pour contrôler les chefs d'État français, pour que ceux-ci maintiennent leurs intérêts en Afrique, francophone surtout. Macron, confronté à ça, il se rend compte que sa politique, ce qu'il veut, ce qu'il pense, et là je crois qu'il était sincère, parce qu'il ne veut pas ça. Nous avons vu Macron au Nigeria. Il allait là où le musicien Fela Kuti, il jouait souvent, et on l'a vu, il était à moitié déboutonné, comme les jeunes de sa génération. Macron est un jeune. Macron est un jeune. Macron ne réfléchit pas comme les Chirac. Macron ne réfléchit plus comme les Mitterrand, les Sarkozy, Hollande. Il n'est pas de leur génération. Il n'est pas du tout de leur génération. Et cette France profonde-là lui mettait donc la pression. Lui a mis la pression. Et depuis un certain temps, quand Macron arrive en Afrique, il suit autre chose. On parle de lui comme un France-Africain de première heure. Dernièrement, il a parlé du sentiment anti-français. Et il s'est dit, mais comment est-ce que je peux continuer? Ce n'est pas ma philosophie. Et quand nous avons donc vu Macron hier, quand il a été interpellé par un jeune Africain, il a été sensible. Il a vu un jeune Africain qui a son âge, qui lui a parlé. Il s'est dit, mais j'en ai marre. Macron ne s'adressait pas à Paul Biya. Macron s'adressait aux multinationales, aux intérêts français, à tous ceux qui lui font la pression, qui sont autour de lui, comme Yves Le Drian. Vous l'avez vu très actif dans le dossier Bolloré au Cameroun. Ces personnes-là qui continuent à lui dire contre le soutien, contre un soutien politique, à lui faire faire ce qu'il ne veut pas faire. Et là, Macron est sorti de lui. Il a manifesté une sorte d'exaspération, non seulement pour parler à l'Afrique, mais surtout pour parler à cette France profonde qui l'amène, ces dirigeants africains avec lesquels il n'a rien à se dire. Il n'a rien à partager avec eux. Et là, il se dit, je suis en train de rater ma vision. Quand le jeune lui dit, j'ai pris la Méditerranée, Macron, vous avez vu son regard. Il a regardé le garçon. Il a eu très mal. Il avait envie de le consoler. Et là, il est devenu violent dans ses paroles. Là, il n'avait plus de retenue. Parce qu'il se rendait compte que on est en train de lui donner l'image d'un France-Africain. Or, lui, il n'est pas dans la philosophie de la France-Afrique. Ça, c'est le Macron que nous voyons ici en France. Ce Macron qui est opposé à la vieille société française, qui ne veut pas de réformes. Je lisais certaines personnes dire que Macron, il n'arrive pas à gouverner en France, il y a les gilets jaunes. Mais le problème des gilets jaunes, c'est quoi? C'est qu'il ne veut pas accéder aux exigences des gilets jaunes. Macron veut continuer. Il veut continuer ses réformes. Il ne veut rien entendre. Il manifeste tous les jours.
Mais Macron ne change pas d'un iota. Depuis le 4 janvier 2020, les avocats, nous sommes en grève. Je dis depuis le 4 janvier. Et cette semaine, la grève continue jusqu'au 29. Nous sommes en grève. Palais de justice mort. Suspension du port de la robe. Nous ne travaillons pas depuis 2 mois. Et Macron ne bouge pas d'un iota. Parce que lui, il dit que s'il ne fait pas ces réformes pour lesquelles il a été élu, s'il ne réalise pas sa vision, ça ne sert à rien d'être président. Donc lui continue ses réformes. Il n'a pas pour ambition, ce n'est pas un garçon qui a pour ambition d'être réélu comme les autres présidents. C'est ça que les Africains doivent comprendre. Et nous devons encourager ce genre de président en France. Nous devons l'encourager dans ce qu'il est en train de faire. Lorsque les présidents africains et la société civile africaine a commencé à crier que ouais, au Sahel, on exploite l'or et c'est pour ça que la France est là-bas. J'ai suivi Macron lorsqu'il enterrait les 12 Français qui étaient morts. Des jeunes de sa génération et même plus jeunes. Il avait mal, il avait décidé ce jour-là, il voulait que dans son discours, il voulait retirer les troupes françaises au Sahel. Et c'est là où il a dit au chef d'État, après la sortie de Salif Keita, ben, si vous ne voulez plus de la France, je retire mes soldats. Venez me dire cela. Et c'était la réunion de Pau, où il a dit, il était clair. Mais comme nos chefs d'État africains, et ça je vais vous dire, nos chefs d'État que vous voyez là, ils utilisent les intérêts français pour s'asseoir. Parce que c'est ce qui donne en contrepartie pour qu'ils restent au pouvoir. Donc si la France le retire, là où il y a une contrepartie, retire ses intérêts, ils ne pourront plus être maintenus au pouvoir. Dans le cadre du Sahel, ces chefs d'État ont compris que si Macron quitte le Sahel, le G5, il quitte maintenant, les forces françaises s'en vont, les rebelles qui sont partis de Libye, qui sont partout dans le désert, vont prendre le pouvoir. Ça, on a vu ça en Libye, au Mali, lorsque le capitaine Sanogo avait pris le pouvoir. Mais les rebelles sont entrés dans ces villes. Donc si ces rebelles, parce que ces rebelles sont sérieusement armés, ils ont l'armement de Kadhafi. Donc c'est des gens qui peuvent rentrer, qui peuvent déstabiliser, prendre le pouvoir, chasser tous ces présidents du Sahel là. Idriss Déby reste au pouvoir, pourquoi? Il reste au pouvoir parce que la France est intervenue plusieurs fois pour empêcher aux rebelles qui venaient du Soudan de prendre le pouvoir. On se souvient encore, lorsque les rebelles tchadiens sont entrés jusqu'en N'Djamena et que Idriss Déby était encerclé dans son palais, c'est la France, l'armée française qui allait bombarder les rebelles. Donc ces présidents-là savent. Ces présidents-là savent. Donc Macron, lui, il en avait marre. Il en a marre. Il ne veut pas que son nom soit associé à la France-Afrique. Mais les lobbies français, dont les Bolloré et tous les autres, qui sont des personnes très influentes, des Rothschild, où il a travaillé, des financiers qui ont des affaires avec des pays, des chefs d'État africains, ce n'est pas un secret. Donc, ils essaient de venir vers lui en disant, oui, c'est nous qui t'avons, nous t'avons soutenu, nous allons tous soutenir. Ils ont les médias, ils ont tout. Ils lui font la pression. Et Macron n'en pouvait plus. Macron, hier, il a explosé. Vous l'avez vu. Macron ne parlait pas. Il était en train de dire, mais arrêtez, arrêtez. Comme s'il était en train de se libérer de quelque chose. Et dit que non, moi, je vais l'appeler. Je vais. C'était ça. Ce qui s'est passé hier. C'est un Macron déchaîné. Il est déchaîné parce que ce n'est pas son image. Ce n'est pas ce qu'il veut. Si Macron déjà en France, il ne flatte pas les Français. On a eu 3 mois de grève de transport. En France, des métros, tout était paralysé. Macron est resté froid. Il a la nuque raide. C'est un garçon qui a l'oreille dure. Il ne bouge pas. Les Français même sont déjà fatigués de ces grèves-là. Ils se mettent à travailler. Parce que Macron leur dit, j'ai été élu pour faire des réformes et je vais faire mes réformes. Et quand il se rend compte que ce qu'on reproche, c'est que lui ne voulait pas de l'Afrique. Parce que lui, il veut les Africains autour de lui. Regardez Macron. Qu'est-ce que Macron a fait en France? Reconnaissez ça, reconnaissons ça. Le porte-parole de son gouvernement, c'est une petite Sénégalaise qui n'est même pas née en France, qui a grandi au Sénégal.
Sibeth Ndiaye. En France, le porte-parole du gouvernement de l'État français, vous vous imaginez ce que c'est? L'image de la France. Et les Français racistes, les Français qui n'aiment pas l'Afrique, de l'extrême droite, mais ils sont dans tous leurs États, puisque c'est une sorte de visibilité. Vous imaginez, après le conseil ministériel, c'est elle qui parle. C'est elle qui parle au nom du président. Toutes les chaînes de télévision du monde la voient. C'est l'image de la France qu'elle représente. Alors, il n'aime pas ça. Comment il a pris cette fille? Il a vu une jeune fille de banlieue qui était très intelligente. Et il a travaillé avec elle. Voilà. Ça, c'est l'homme Macron. Et moi, je dois reconnaître ça. Parce qu'il y a des Camerounais, des Africains qui me disent que non, la France, c'est les intérêts français, ça n'a rien à voir avec les hommes. Non, Macron, il fait comme tous les autres. Non, ce n'est pas vrai. Même lorsqu'il y avait l'esclavage, je vais vous donner certains noms. C'était des Français qui ont combattu l'esclavage. Aujourd'hui, on fait comme si les Noirs avaient combattu l'esclavage seuls. Non, c'était des Français. Ils étaient venus en appui. Ils avaient soutenu. Ils étaient avec des Noirs pour combattre les esclavagistes. Vous avez Jean Baudin. Vous avez Étienne de la Boétie, ces écrivains. Les Pierre Claver, le jésuite, qui avait porté le nom de l'esclave des esclaves. Les Montesquieu, les Voltaire, André Daniel Lafont. Et le cas spécifique d'André Daniel Lafont de Lebada. Vous allez à Bordeaux. Cet homme était le fils d'un amateur négrier. Mais il a été le plus grand combattant de l'esclavage. Et on connaît son fameux discours qui a changé beaucoup de choses. Dans les années 1800, le discours sur la nécessité et le moyen de détruire l'esclavage dans les colonies. On connaît l'abbé Grégoire, le célèbre abbé Grégoire. C'est lui qui, en 1789, il réclama l'abolition des privilèges et des esclaves, qui introduit cela dans la déclaration, dans la charte des droits, des droits et du citoyen. C'est lui qui avait mis cela. C'était des Français. Il y a des Blancs, si vous permettez l'expression, qui ont combattu, qui combattent, qui peuvent combattre avec les Noirs pour arriver à libérer l'Afrique. Ne faisons pas comme si le combat, c'est un combat, oui, c'est réservé aux Noirs. Non, Macron peut être président en France et lutter pour la libération de l'Afrique. Et si aujourd'hui Macron parle comme il parle, c'est une prise de conscience. Il ne parlait pas seulement à Biya, il parlait à cette politique de la France-Afrique. Il en a marre. Et tous les Africains ont marre de cela. Alors quand je vois certains Africains venir caricaturer l'intervention, les paroles de Macron, qui dit que je ne veux pas, et qui n'ont pas une vision assez spirituelle de la chose. Vous avez vu quand le maître, celui qui tient l'Afrique captive, c'est qui? C'est la France. C'est la France qui tient l'Afrique francophone captive. Et quand Macron vient, lui-même de sa propre bouche, il dit que je ne veux plus, je vous libère. Mais pourquoi serons-nous fâchés? Et on voit déjà ce Macron. Vous l'avez vu à Abidjan. Moi, j'ai regardé. Parce que moi, quand je regarde pas avec les yeux de tout le monde. Moi, j'ai toujours un regard profond quand je vois des attitudes. Le président Ouattara n'était pas d'accord avec ce que Macron allait faire à Abidjan. Sur l'écho, je vous assure. Macron, on a vu cette démarche. Vous avez vu un président français qui pouvait s'attaquer d'une manière ou d'une autre au franc CFA. C'est un pas, même s'il est timide. On a vu les réserves des pays de la CEDEAO sont revenues à la banque centrale de la CEDEAO. Il n'y a plus rien dans le compte d'opération. Or, ces pays de l'Afrique de l'Ouest ont les plus grandes réserves de change au niveau du trésor français. Mais c'est déjà fait. Macron a posé cet acte. Il veut changer le nom du CFA, que ça devienne l'écho. Même s'il veut garder la petite garantie. En réalité, c'est qu'il y a des lobbies qui essaient encore de continuer. Macron n'est pas très attaché à cette affaire de la France-Afrique. Regardez son ouverture envers les pays anglophones. Macron, lui, veut le Nigeria. Il va avoir le Nigeria comme partenaire économique de son pays. Il ne va pas au Nigeria pour coloniser le Nigeria, ce qui serait impossible. Il va avoir le Ghana. Il a quelques pays, il veut travailler avec eux. Il ne veut plus cet empire français, Macron. Mais les lobbies français et les chefs d'État africains, donc camerounais, veulent continuer avec ce jeu. Pourquoi les chefs d'État africains veulent ce jeu? Je vais prendre le cas du Cameroun. Regardez, lorsqu'il fallait renouveler la licence d'Orange, le président Biya n'a pas tout de suite renouvelé la licence d'Orange. Il a gardé. Il fallait utiliser
Il fallait utiliser cette licence-là, cette demande de licence d'Orange pour faire venir Hollande au Cameroun. Hollande sortait de l'Angola. Il s'est arrêté au Cameroun, il a fait il a fait quelques heures. Et là, le contrat a été signé. Quelques temps après, on a renouvelé. Ou bien Fabius aussi, je crois. Fabius était ici aussi venu au Cameroun et on a renouvelé le contrat. C'est avec ça, les chefs d'État africains aiment avoir cette contrepartie-là. Ils aiment avoir les intérêts français pour garantir leur place, garantir leur maintien au pouvoir. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Prenez le cas du port de Douala. Le port de Douala, le port autonome là. Le Cameroun utilise ça pour faire chanter la France, pour que les présidents français, et quand je parle de la France, les lobbies français là, les réseaux là viennent voir le président en disant allez intervenir là-bas au Cameroun. Or, quand tu demandes, tu es obligé de maintenir ce président. Et Macron, lui, il a refusé, il refuse de le faire. Je vous donne un secret. Macron refuse de le faire aujourd'hui. Il laisse le Cameroun. Il ne s'en occupe pas. Les intérêts de la France, ce que vous appelez les intérêts de la France, Macron n'est pas là-dedans. Macron veut une coopération. Moi, je le sais. C'est un jeune. Et Macron, ce n'est pas quelqu'un qui dit qu'il a sa vie, il a sa vie politique derrière lui. Macron a à peine 42 ans, je crois, ou 41 ans. Ce jeune-là, il sait que même si aujourd'hui, il ne sera plus prêt, il ne sera pas réélu, dans 15 ans, il sera toujours jeune, il pourra toujours compétir pour être président. Donc il veut qu'on garde de lui l'image d'un chef d'État, un homme qui a révolutionné la France. C'est un rêveur. Regardez d'abord qui est le père spirituel de Macron. Le père spirituel, celui qui inspire Macron, c'est Jacques Attali. Regardez qui est Jacques Attali. C'est un rêveur. Jacques Attali passe le temps à faire des projections astrales sur ce que le monde deviendra. Macron vit dans ça. C'est ce Jacques Attali-là qui a porté Macron. C'est Macron qui porte ses rêves. On doit changer, on doit faire ceci, on doit créer un monde comme ça. Macron est dans cette dynamique. Macron n'est pas là pour maintenir les chefs d'État. Macron ne va pas le faire. Et c'est pour ça que quand Calibri crie, il lui dit qu'il y a un génocide au Cameroun. Macron se dit, moi Macron, je vais porter sur moi la responsabilité du génocide dans un pays. Je ne peux pas tolérer ça. Je ne peux pas tolérer ça. Donc il ne peut pas tolérer ça, je vous assure. Quand on lui dit que lui, il va porter ça. Mitterrand est mort aujourd'hui, mais on parle toujours de lui en termes de complice de génocide. Pour les Blancs, et les Blancs, je vous assure, c'est des choses, l'honneur dépasse parfois les intérêts. L'honneur dépasse parfois les intérêts. Macron ne peut pas accepter qu'on commence à appeler le complice de génocide. Quand Macron voit la diaspora camerounaise dans les rues tout le temps, Macron, Paul Biya, assassin, voilà les déclarations, hein, voilà, je mets entre guillemets, elles ne sont pas de moi. Il déclare Paul Biya assassin, Macron complice, Macron complice. Vous croyez que Macron peut être indifférent à ça? Macron ne peut pas être indifférent à ces manifestations. Il se dit, mais attention, je commence à avoir l'image, je commence à être représenté comme un génocidaire, comme cet Africain, ses parents. Et ce qui va en contradiction avec son discours du Burkina Faso. Macron n'est pas passionné du pouvoir. Je vous dis, si Macron était passionné du pouvoir, il allait déjà renoncer à ses réformes en France. Il sait que toute la France, la majorité des Français qui n'aiment pas les réformes sont contre lui. Mais il continue. S'il était enflatté, il a dit, bon, je renonce, comme il allait dire, je démissionne le Premier ministre, il l'utilisait comme fusil. On a vu ça avec les Chirac. Chirac a fait ça avec Juppé, il a fait ça avec De Villepin, le fameux CPE, quand la France est levée, alors qu'il était l'initiateur du CPE. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était le contrat premier emploi. C'était une sorte de contrat, un petit contrat qui était, bon, bref, c'était des contrats un peu, il fallait revoir les lois sur du travail, les lois du travail, où il fallait travailler, il fallait avoir des petits contrats et tout. Donc, il a voulu imposer ça à la France, et la France était soulevée de partout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné de Villepin et il a retiré, pas qu'il a démissionné de Villepin, il a retiré la loi à l'Assemblée. Mais en accusant son Premier ministre. C'est ça qu'ils font ici sur les premiers ministres comme fusil. Quand il va être réélu. Mais Macron, lui, s'en fout. Macron s'en fout. Donc, les Africains doivent encourager Macron. Il lui dire que, oui, c'est la France-Afrique. Comment est-ce que les Africains vont encore prêts
auprès d'un président français pour demander de l'aide. Qui tient l'Afrique? C'est la France. Et si on réussit à obtenir de ce président qui lâche l'Afrique, pourquoi nous ne devons pas encourager cela? Il s'agit de quelle lutte là? Moi, je ne comprends pas de quelle lutte il s'agit. La libération passera par quoi? La libération passera par quoi? Qu'on vienne faire la guerre à la France? On peut faire la guerre à la France? C'est une puissance militaire mondiale. On va faire quoi? On va se limiter au discours? Et là, vraiment, je vais tacler mon ami Abdelaziz Moundé, qui a critiqué ce que le jeune il a fait, en disant qu'on va encore vers la France. Oh, c'est la mort de l'Afrique, c'est la mort de... Mais Abdelaziz Moundé, tu es tout le temps sur les places parisiennes pour porter la voix de l'Afrique. Pourquoi? Parce que tu veux être écouté en France. Tu veux que la France t'écoute, l'opinion, les dirigeants français écoutent. Notre libération ne vient pas du fait qu'on va dire « Oh oui, on est contre la France ». Notre libération vient de ce que la France doit nous lâcher. Elle doit nous lâcher les baskets. Et si un président français qui est en train de nous lâcher, nous libérons. Vous êtes captif, vous êtes dans une maison d'arrêt. Vous êtes enfermé dans une chambre. Mais pour sortir, c'est celui qui a la clé qui vous sort de là. C'est le propriétaire, celui le geôlier qui va vous ouvrir la porte. Ce n'est pas tout le monde qui réussit à s'évader. Alors si aujourd'hui, des Africains peuvent, avec leur discours, avec ce ton, ce pleur de cet enfant, quand vous suivez, quand Kalibi crie, quand il parle, vous voyez ce qui se dégage en lui? Vous voyez ce qui se dégage? C'est un enfant de l'Afrique qui pleure. Il dit qu'il a traversé la Méditerranée. Moi, une personne qui traverse la Méditerranée, pour moi, je vous assure, je ne sais pas quel est son courage. Je ne sais pas quel est son courage, parce qu'on ne s'imagine pas. Vous qui êtes allés souvent dans les mers, au bord des mers, des plages, imaginez-vous en haute mer, quelqu'un qui décide d'être là-bas. Et ces enfants-là, quand ils partent de Libye, ou d'Algérie, ou je ne sais pas, ou du Maroc, quand ils traversent la mer, ils n'arrivent jamais de l'autre côté. On vient les récupérer en haute mer, au milieu des eaux. Ce n'est pas possible de traverser. Et quand ils prennent le bateau qui les amène vers les côtes italiennes, ils font encore pratiquement 3 à 4 jours dans les bateaux. Vous vous imaginez ça? Ce n'est pas une petite affaire. Et quand quelqu'un vous dit qu'il a traversé la mer, j'ai suivi le direct de cet enfant un jour. Il disait que le jour où il était arrivé devant la mer, il a regardé l'eau. Et c'est là où il a eu la haine des dirigeants de son pays. Il s'est posé la question, pourquoi devrais-je arriver ici? À plusieurs reprises, on a vu sur Facebook des jeunes qui sont au Maroc, quelques temps après, ils mettent le communiqué qu'ils sont partis ce matin, leur ballon gonflable ou quoi, à chavirer. Ils sont tous morts, avec des photos, on les voit. Donc, si on peut se libérer, parce qu'il y a un président en France qui veut nous libérer, nous devons encourager cela. Nous ne devons pas combattre les initiations de libération. Pourquoi vous pouvez penser que tous les chefs d'État, tous les Européens ne veulent pas que nous soyons libres? Ce sont eux qui nous ont libérés. Ils ont combattu contre leurs frères. On connaît Maître Vergès. Il était français. Il a combattu pour la libération des peuples africains. Il n'était pas noir. Il a combattu pour nous. Cette vidéo-là de Wandje et de sa femme, Ernest Wandje et la femme de Moumié, en Suisse, après l'assassinat de Félix Moumié. La femme a dit que notre avocat, Maître Vergès, nous sommes en 58. Maître Vergès a eu affaire à des groupuscules xénophobes, colonialistes en France, qui ont essayé d'attenter à sa vie, et même les services secrets. Parce qu'il défendait les Noirs. Il allait partout. Il plaidait devant les tribunaux militaires africains. Oui, il y a des Européens, il y a des Français qui sont prêts à nous libérer. Macron hier, ce qu'il a tenu comme discours, c'est la libération de l'Afrique. Parce que sa parole, il a dit publiquement, il ne l'a pas dit au cours d'une rencontre personnelle avec ce jeune, où il aurait pu tout lui dire. Mais là, il a dit publiquement à la France, à cette France qui est colonialiste, à cette France qui veut maintenir ses intérêts en Afrique, que ça suffit. Et le Cameroun est un grand symbole dans les luttes de libération de l'Afrique. Ah oui, dans les luttes de libération de l'Afrique, le Cameroun est un symbole. S'il a parlé du Cameroun hier, il a parlé à l'Afrique francophone. Et je suis convaincu que dans les prochains jours, ça va être très très difficile
d'amener encore Macron dans les mafias de la France-Afrique. Macron est en train de lâcher la France-Afrique. Vous parlez du franc CFA. Moi, j'ai introduit une procédure devant l'Union européenne dans le cadre du franc CFA. Mais ce que vous ne savez pas, les chefs d'État africains aiment le CFA parce que c'est la contrepartie qui leur permet de se maintenir au pouvoir. Tant qu'ils ont ce rapport, ça veut dire que pour eux, c'est une sorte de corruption à la France. Donc, en donnant l'argent, ils vont nous maintenir au pouvoir. Et ils utilisent donc la sortie du franc CFA comme l'épée de Damoclès et la France sera obligée de les caresser du sang du poil. C'est de ça qu'il s'agit. Si la France décide aujourd'hui de sortir du franc CFA, ce sont nos chefs d'État qui vont s'opposer. Ces chefs d'État ne veulent pas sortir. Ils ne veulent pas sortir de ces liens, comment je peux appeler ces liens-là? Je vais être gentil. Ils ne veulent pas sortir de ces liens. Ils veulent être là parce que c'est ça qui leur garantit d'être maintenus. N'oubliez pas que tous les chefs d'État africains, la plupart, ils étaient placés là par la France et ils devaient garantir les intérêts français. C'était la contrepartie pour leur maintien au pouvoir. Et ces chefs d'État, qui ont été moulés dans cette philosophie, veulent que la France ait des intérêts dans leur pays pour que la France continue à les maintenir au pouvoir. Et quand un président français veut casser ça, ils ne sont pas contents. Quand des Africains veulent casser ça, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ils savent très bien que le panafricanisme, s'il est adopté, si cette philosophie panafricaniste qui veut que les Africains soient libres, ils ne seront plus au pouvoir. Il y aura la démocratie, la véritable. La France et les autres pays vont la contrôler d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils ont le droit de regarder les démocraties. Ils ont le droit de regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Parce que nous faisons tous partie de la communauté internationale. Le Cameroun n'est pas un pays enfermé. Le Cameroun n'est pas un pays fermé sur lui-même. Le Cameroun collabore. Le Cameroun a des partenariats. Le Cameroun coopère. Donc on ne peut pas prétendre qu'on est seul, on fait ce qu'on veut. La souveraineté ne veut pas dire ne pas coopérer avec les autres. La souveraineté ne veut pas dire ne pas signer des traités avec les autres. La souveraineté ne veut pas dire ne pas entrer dans des traités, des accords comme celui de l'ONU. Non, la souveraineté c'est que nous reconnaissons, nous acceptons de coopérer avec d'autres. Nous prenons cette décision en toute âme et conscience. La nation est d'accord de coopérer avec les autres pays, d'avoir des partenariats avec les autres pays. Et dans ces partenariats, il y a des règles. Et la nation accepte de respecter ces règles. C'est pour ça que le fameux article 45 de la Constitution va donc dire que les traités régulièrement ratifiés rentrent dans l'ordonnancement juridique de notre pays et ils ont même force supérieure à nos lois. C'est de ça. Donc, il ne s'agit pas d'une remise en question de notre souveraineté. Non, c'est notre souveraineté qui s'exprime au travers du respect des accords et traités que nous-mêmes, nous avons accepté de ratifier, nous avons accepté d'adhérer. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une violation de souveraineté. Lorsque l'Union européenne se prononce sur les droits de l'homme au Cameroun, c'est parce que le peuple camerounais a accepté dans sa souveraineté de signer un traité, le fameux accord Union européenne ACP, les accords de Cotonou, qui ont commencé par les accords de Yaoundé, les accords de Lomé et les accords aujourd'hui de Cotonou. Le Cameroun a accepté de les signer avec l'Union européenne. Et dans ces accords, il est dit que les partenaires vont regarder les droits de l'homme, la démocratie, comment est-ce qu'elle évolue dans nos pays. Et ils pourront même prononcer des sanctions contre les pays qui ont signé ce traité-là. Ces pays-là qui n'auront pas respecté la démocratie et les droits de l'homme. C'est nous-mêmes le peuple. Notre souveraineté, nous avons adhéré à ça. Donc il ne s'agit pas d'une violation. Il ne s'agit pas d'une violation, d'une atteinte à notre sécurité. Le dit, c'est d'être malhonnête. Quand la France dit que nous allons regarder les droits de l'homme au Cameroun, ce n'est pas de l'immixtion. Parce que nous avons des accords avec la France dans le cadre de l'Union européenne. Nous avons des accords bilatéraux avec la France où nous nous engageons à respecter les droits de l'homme et la démocratie. Et la France intervient dans ce cadre-là. Et les pays européens, la France a aussi des accords avec l'Union africaine pour que les pays africains membres respectent la démocratie et les droits de l'homme. Il n'y a pas d'immixtion, il n'y a pas d'interférence. C'est le droit international.
Le droit international des règles et le Cameroun est un sujet de droit international. Le Cameroun doit respecter les accords qu'il a signés, qu'il a librement signés. Même les États-Unis, vous suivez tous les débats qu'il y a sur l'ALENA, les accords commerciaux en Amérique latine, vous suivez les accords avec l'Organisation mondiale du commerce. Les Américains, si puissants qu'ils sont, ils constituent des équipes pour aller négocier, pour aller revoir ces accords, parce qu'ils sont tenus. Parce que leur constitution accepte qu'ils signent des traités, et celui qui viole un traité viole la constitution américaine. Parce que ça fait partie de l'ordonnancement juridique du pays. Les lois internationales que le Cameroun signe font partie de l'ordonnancement juridique du Cameroun. Ce sont nos lois. Quand un traité est ratifié, ça devient une loi camerounaise. C'est le peuple souverain qui a accepté que cette loi rentre dans son ordonnancement juridique. Donc ce n'est pas une question d'ingérence. C'est tout à fait normal que la France regarde les droits de l'homme, la démocratie au Cameroun. Et rien n'interdit au peuple camerounais de regarder la démocratie et les droits de l'homme en France. Nous avons le droit de critiquer, nous avons le droit de dire que Macron n'est pas démocrate dans le cadre de ces accords. Comme nous avions eu le droit de regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'affaire Gbagbo, nous avons dit que nous sommes contre. Et certains Ivoiriens venaient dire non, ce sont les affaires ivoiriennes. Nous avons dit non. Nous sommes membres de l'Union africaine. La Côte d'Ivoire a adhéré à l'Union africaine et nous avons le droit de regarder la démocratie ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut éviter ces raccourcis-là qui permettent de maintenir le statu quo. On ne va pas demander à Macron de libérer l'Afrique alors qu'on sait que c'est la France qui met ses présidents au pouvoir et qui les maintient là. On va leur demander à qui? On va faire quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire? On dit on va se soulever dans les rues en Afrique. Oui, on va se soulever dans les rues en Afrique. On va tirer sur des jeunes. Ces chefs d'État la tuent. Donc il faut qu'on meure 500, 2000, 1 million, 2 millions. Alors qu'on peut trouver d'autres moyens pour accéder à cette indépendance, à cette libération, sans couler du sang. Les Oumniobé allaient à l'ONU. Même s'ils faisaient la guerre, mais ils allaient soutenir des pétitions à l'ONU. Ils allaient dans des pays, voyager dans des pays, ils allaient en Russie, ils allaient partout. Parler de leur pays. Le général de Gaulle, il a libéré la France à partir d'où? Il était à Londres. Ceux qui parlent de la diaspora, c'était à Londres que la libération de la France est venue. Alors qu'à l'intérieur, le pouvoir avait confisqué, avec ces fameuses théories, le complot qui vient de l'extérieur, nous sommes souverains. Il y avait ça ici en France. Et de Gaulle, qui est un général de l'armée, un général inconnu. Parce que dans ces pays, il y a plein de généraux. Il allait à Londres, il a lancé l'appel du 19 juin 1940. Et aujourd'hui, la France le vénère. La diaspora camerounaise se lève pour dire qu'il faut que le pays change. Nous nous levons pour dire, par exemple, je le fais ici chaque jour, pour dire à mon pays, au président de la République, aux membres du gouvernement, donner la démocratie aux Camerounais, modifier le code électoral, le système électoral. Ce n'est pas bon. Vous nous empêchez de vivre la démocratie. Laissez-nous choisir pour être indépendants, pour être libres. Parce que quand le peuple choisit et que les dirigeants sont choisis par le peuple et non par la France, ce peuple-là se libère. Parce que ceux qui vont diriger sauront que leur chef, c'est le peuple. Or, quand vous avez des dirigeants qui sont désignés par les réseaux France-Afrique, ils savent tout simplement, ils organisent des élections et ils attendent le satisfecit ou à la lettre de félicitation des pays de la France. Et quand ils ont ça, c'est terminé. Ils savent que la France au Conseil de sécurité, on ne peut plus les attaquer. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent à ce moment-là. Et pendant ce temps, que font les petits Africains? Ils se mettent à souffrir. Nous devons utiliser la France pour que la France nous libère. Nous devons utiliser la diaspora qui est au contact de ces personnes-là pour que la France nous libère. La démocratie camerounaise, elle est confisquée. Tout le monde le sait, même nous, qui ne sommes pas dans les partis politiques, nous voyons cela. Ceux du RDPC voient cela.
Ceux du pouvoir voient cela, ils savent très bien que le jeu électoral ne permet pas au peuple de s'exprimer, ne permet pas aux Camerounais de choisir leurs propres dirigeants. Regardez la mascarade des législatives et municipales. Ce n'est pas normal, ce n'est pas digne. Ces députés ne représentent personne. Je crois que le seul qui peut prétendre représenter dans son village, c'est Cabral Libi, où il a eu un taux, où il y a eu 67 personnes, où il a été élu. Mais tous les autres députés là, ils représentent qui? Encore que si l'UPC, il n'y avait pas eu la mascarade contre l'UPC, c'était le parti de mes parents, le parti de ma famille, mon parti, ce parti-là, l'UPC, on a paralysé ce parti au Cameroun, on a détruit pour faire passer d'autres partis. Est-ce que c'est normal? Tout ça parce qu'on veut confisquer le pouvoir, parce que le discours UPCiste est le seul discours qui peut rassembler tous les Camerounais. Mais on fait tout, on détruit ce parti, on détruit cette âme. Et c'est les Camerounais même qui le font. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas de démocratie. On ne peut pas se taire quand nous voyons ça. La libération du Cameroun passe par la démocratie. Parce que quand nous aurons choisi nos chefs, nos députés, notre président, nous-mêmes, et que ce député, ce président sait que c'est nous qui l'avons choisi, qui nous l'avons mis là, il ne rendra que des comptes à nous. Il ne va jamais rendre des comptes à Paris. Macron ne parlera plus comme il parle. Les présidents américains ne parleront plus. Le président se retournera, le député se retournera vers son peuple. Et son peuple peut décider, son peuple qui l'évalue peut décider de le changer à tout moment. C'est ça la liberté. La libération passe par là. Nos chefs d'État ne veulent pas la démocratie. Parce que s'il y a la démocratie, ils ne seront plus là. Et quand il y a la démocratie, la France, dont ceux qui les maintiennent là, ne les maintiendront plus. Ce n'est pas qu'on déteste le président Paul Biya. On ne le déteste pas. Mais nous comprenons, moi je comprends, et avec d'autres, que notre liberté, la libération, quand on voit ce que les réseaux font pour nous contenir et nous tenir esclaves, on dit non, faites la démocratie, c'est la démocratie là qui donne la liberté à votre peuple. Le président Biya, c'est un âge. Il n'est pas le président de l'avenir au Cameroun. Puisqu'il va partir, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a donné ce qu'il avait à donner. Et nous lui en sommes gré. Nous lui en savons gré, s'il vous plaît. Il a fait. Maintenant, nos enfants, les générations futures, il faut les préparer. Il faut une nouvelle vision. Il faut une nouvelle façon de faire. Nous n'allons pas continuer comme ça. Actuellement, nous avons un problème au Cameroun. Le renouvellement des élites. J'ai regardé tout à l'heure ces fameux journaux des réseaux qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ce réseau, ce journal-là, qui se dit confidentiel, et qui fait des projections comme quoi Kaba Yégué Djibril, on va le remplacer par tel. Les mêmes personnes, les mêmes noms. Mais Kaba Yégué Djibril n'est plus l'homme de l'avenir. Ce sont des hommes du passé. Les femmes Ndongo, Grégoire Ouna, toute cette bande-là, c'est des hommes du passé. Ce n'est pas eux qui vont construire le Cameroun de demain. Il faut déjà mettre des jeunes Camerounais à l'étrier pour permettre maintenant qu'ils se préparent à gérer le Cameroun demain. On fait un gouvernement juste après les élections. On voit ces personnes-là qui reviennent. C'est pour faire quoi? Vous allez voir un gouvernement, vous ramenez Dakole Dassal, on va vous ramener Amadou Ali. Mais ce ne sont pas des hommes qui peuvent dire non. Les Tiroma, ils ont plus de 70 ans. Je ne suis pas contre les anciens. On peut les maintenir à certains postes. Je suis tout à fait d'accord, par exemple, que le ministre de l'administration territoriale du Cameroun soit un homme âgé, un homme d'expérience. Que par exemple, le patron de la police soit un homme d'expérience. On peut leur réserver certains postes, certaines fonctions. Mais on ne peut pas se permettre ce qu'on est en train de vivre là. Et quand on le dit, on trouve que nous on est contre. On n'est pas contre. On veut que le pays change. On veut un nouveau pays. On veut déjà préparer l'avenir.
Et c'est la démocratie. Nous voulons avoir des jeunes présidents, nous voulons avoir des jeunes cadres, nous voulons avoir des visionnaires maintenant. Ceux qui pensent à l'avenir. Nous voulons ceux qui pensent à l'avenir. Beaucoup de Camerounais sont en train de dire, oui, Kamto. Mais Kamto, c'est quoi? Moi, je ne l'ai pas voté. Je ne l'ai pas soutenu pendant la présidentielle. Mais, j'ai pris soin de l'écouter et de lire son programme. Je me suis dit, mais cet homme a quelque chose à faire. Et il n'est pas seul. Il y a d'autres certainement. Mais quand on ouvre le jeu, et que les gens fassent la démocratie, c'est ce que nous voulons. Alors, je vous remercie. Je n'ai pas eu le temps de regarder s'il y avait des questions. Je n'ai vraiment pas eu le temps parce que ça allait très très vite, c'est très speed. Donc, j'espère que j'ai pu apporter, ramasser toutes les interrogations. J'ai pu répondre à pas mal de préoccupations des uns et des autres. Donc voilà, c'est ça. Voilà, donc je pense que nous avons touché à pratiquement tout. Donc je demande aux Camerounais d'encourager le président Macron dans son projet de libération du Cameroun, dans son projet de déconstruire et de détruire la France-Afrique. Je vous remercie.